pour poursuivre, dans ce dont je vais parler, c'est globalement la question de la santé mentale pour les enfants et adolescents intellectuellement surdoués. Bon, en sachant que, comme je l'ai déjà répété, beaucoup de choses ont déjà été abordées par Nadège, donc ça va être des compléments. En parlant de variables de psychologie quantitative, de psychopathologie dimensionnelle, aussi de l'épidémiologie des troubles mentaux. Je vais expliquer en quoi tout ça c'est un petit peu différent, et en essayant de faire des liens avec la sévérité et le pronostic, en ce qui concerne les troubles mentaux en tout cas. Il y a des choses dont je ne vais pas parler, c'est la théorie des intelligences multiples. Ça a été évoqué tout à l'heure. On m'en parle tout le temps, mais en fait je ne connais pas très bien. Donc je ne serai pas capable de donner vraiment beaucoup de détails là-dessus. Je ne vais pas parler de recherche qualitative dans la mesure où je me centre sur les travaux qui répondent à des hypothèses avec des données quantitatives. Et puis je ne parlerai pas, ou en tout cas très peu, des adultes. Je vais parler des enfants, des adolescents, et je ne vais pas parler de l'autisme parce que ça, c'est Romain qui va en parler juste après. Qu'est-ce que le surdon intellectuel? Bon, on a déjà commencé à parler de ça depuis tout à l'heure. En fait, d'un point de vue pratique, on va parler de questions cliniques, et dans la pratique clinique, d'un point de vue pratique, c'est assez simple. En tout cas, si on se base sur le consensus relatif qui existe sur l'utilisation du quotient intellectuel, un enfant surdoué, c'est quand le quotient intellectuel total est supérieur à 130. Alors on peut pinailler sur ce que c'est strictement supérieur ou égal. Enfin, il y a des petits problèmes pratiques, parce que des fois c'est pas facile à mesurer, parce qu'aussi en vrai c'est un intervalle de confiance, donc bon, on peut avoir des petites difficultés vraiment à trancher, mais bon, c'est surmontable. Par contre, d'un point de vue théorique, il faut savoir que la notion est quand même assez fragile. D'abord parce que c'est vrai, l'intelligence, ça existe, Sperman l'a montré, mais personne n'est capable de dire ce que c'est. On sait que ça existe, mais je peux pas vous donner, personne ne peut vous donner une définition. En tout cas, vous pouvez convoquer les plus grands psychologues de l'intelligence dans un congrès, les enfermer dans une pièce, vous essayez qu'ils se mettent d'accord, ils n'arriveront pas. D'ailleurs, on a déjà essayé plusieurs fois, plusieurs décennies d'intervalle, et ça n'a jamais marché. Mais tout le monde est d'accord que ça existe. C'est un peu comme c'est Bruno Falissard, un collègue pédopsychiatre, qui dit que c'est l'intelligence, bon, c'est ce que le quotient intellectuel mesure. Bon, ça c'était Binet qui paraît-il, disait ça. Mais Bruno Falissard dit c'est comme le baron de Munchausen qui tire sur ses lacets pour se sortir des sables mouvants. Là, ça marche. L'analyse factorielle nous montre qu'il existe un facteur général, et on appelle ça l'intelligence, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, en tout cas, on n'est pas capable de le définir, ce que je veux dire, avec des mots. Et puis, je dirais, mais ça, j'ai pas bien approfondi la question, parce que je m'intéresse en fait un peu moins au sujet depuis quelques années, mais je pense que dans l'utilisation du WISC-5, qui est l'échelle, quasiment la seule échelle métrique d'intelligence utilisée aujourd'hui, le facteur général compte moins à moins de poids dans les différents indices qu'auparavant, moins que pour les versions antérieures du test. Alors je pense que ça doit avoir... moi je ne suis plus très à jour sur maintenant à quel point ça peut ou non poser des problèmes d'identification, et de ce nouveau test qui est moins centré sur la mesure du facteur général. Et puis il y a aussi surtout le fait que la dichotomie entre des gens qui seraient surdoués et des gens qui ne le seraient pas, hormis l'argument statistique, il n'y a pas beaucoup d'arguments. Vous avez vu, on suppose, et c'est à peu près vrai, que le quotient intellectuel se répartit sur une loi normale, une courbe de Gauss, une cloche. Ça veut dire que c'est une répartition qui a quelque chose de continu. Et dire qu'au bout d'un seuil, c'est comme les péremptions des yaourts, c'est un peu de l'abus de dire, à 130, on change de catégorie, si vous voulez. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de solution de continuité. C'est pas comme si c'était deux montagnes différentes. S'il y avait une courbe biphasique, là on aurait un gros argument pour distinguer les populations. Mais là, c'est une courbe qui a une seule phase. Donc l'argument statistique existe, mais il est peut-être un peu limité. Il faut l'avoir en tête, ça, quand même, parce que, par exemple, la courbe de Gauss, si vous mesurez la taille des gens dans la population, vous allez avoir une courbe de Gauss. Mais on ne dit pas qu'il y a les normaux grands et les surgrands.
On ne fait pas des catégories. Alors c'est vrai qu'il y a des magasins, paraît-il, enfin j'ai vu pour les grandes tailles, mais on n'en fait pas une catégorie, je dirais, de description de la population. Bon, mais ceci dit, en pratique, on va oublier toutes ces limites et puis ces choses-là. Et tout ce que je vais vous dire, c'est surtout basé sur, on va parler des enfants qui ont un quotient intellectuel supérieur à 130. Alors comme disait Nadège, l'idée est très répandue, mais alors il faut bien le dire, elle est très répandue uniquement en France. Enfin, répandue, c'est uniquement en France. Sur le fait qu'il y aurait un surcroît de problèmes ou de troubles mentaux chez les enfants donc avec surdon intellectuel. C'est basé sur la réputation, sur des cas décrits, sur des opinions, sur des gens qui sont exprimés dans des livres, dans des médias, ou qui communiquent de façon associative là-dessus. Autrement dit, pas des arguments décisifs. C'est intéressant de regarder, de faire une synthèse là-dessus, en utilisant la littérature, comme nous l'a déjà proposé Nadège tout à l'heure. Alors, ce que je vais dire, ça, là, c'est, j'ai fait une petite mise à jour, mais l'essentiel de ce que je vais dire était déjà dans un article que j'ai fait il y a quelques années là-dessus. C'est, vous voyez le titre en bas de la diapositive. Je vais commencer par les données de psychologie quantitative, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'on voit quand on étudie les variables qui concernent le fonctionnement psychologique, mais qu'on peut et qu'on peut relier de façon pertinente à des questions de santé mentale. La première, la grande variable dans cette catégorie, c'est l'estime de soi. Alors ça a été énormément étudié chez les enfants surdoués. Il y a des dizaines, plusieurs dizaines d'études depuis plusieurs décennies. C'est la plus étudiée. Et il y a même une méta-analyse qui date déjà, mais dans laquelle il y avait déjà pratiquement 50 études c'était une étude menée par Joseph Renzulli, dont il était question tout à l'heure, qui est un grand spécialiste du sujet. Et ce que Hodge et Renzulli avaient montré, c'est qu'en fait, les enfants et adolescents intellectuellement surdoués, ils ont une estime de soi globale, c'est-à-dire l'estime de soi quand on leur donne de réfléchir à eux globalement, pas dans un domaine particulier, supérieure, légèrement supérieure. Après, il y a eu d'autres travaux depuis, qui ont été surtout sur les adolescents. Et là, ce qu'on voit, c'est plutôt un niveau comparable entre surdoués et non surdoués, disons, parfois supérieur, enfin dans une étude. Et quand on regarde, disons en détail, vous savez, l'estime de soi, j'ai un grand spécialiste à ma gauche, donc je fais attention à ce que je dis. L'estime de soi, ça se mesure par dimension aussi. D'ailleurs, c'est plus fiable, la mesure dimensionnelle de l'estime de soi, et ça revient à une idée qu'on a vue tout à l'heure, c'est que c'est surtout l'estime de soi scolaire qui est vraiment dont l'augmentation est robuste chez les enfants intellectuellement surdoués. Alors est-ce que c'est une surestimation scolaire je ne sais pas, mais en tout cas elle est plus importante. Après il y a eu d'autres choses qui ont été étudiées, par exemple la satisfaction de la vie, c'est être satisfait de la vie, c'est un lien avec la santé mentale, puisque c'est même pratiquement, ça fait partie de la définition. Eh bien, chez les adolescents, surdoués, ils ont la même satisfaction de la vie que d'autres adolescents. Aussi sur l'ouverture aux expériences, qui est une dimension d'un des modèles quantitatifs d'études de la personnalité, qui est une dimension plutôt positive. Hein. Eh bien, elle est plus importante. L'ouverture aux expériences, c'est-à-dire les enfants, adolescents surdoués, ils sont plus curieux, ils ont plus envie de découvrir des choses, ils sont plus à même de s'intéresser à des choses qui viennent en plus de ce qu'ils savent déjà. Et puis pareil pour ajustements socio-émotionnels supérieurs chez l'enfant et l'adolescent. Ça c'est dans des études scolaires surtout. Psychopathologie dimensionnelle, bon, on change un petit peu de registre, on va étudier ce qu'on appelle la psychopathologie générale. En gros, on va regarder un petit peu tous les problèmes émotionnels et comportementaux qui peuvent exister chez les enfants ou les adolescents de façon globale, et puis on regarde est-ce qu'il y a des différences. Alors pour ça, il y a un grand questionnaire qui est très connu, qui s'appelle le CBCL, le questionnaire d'Achenbach, qui est un questionnaire américain, mais qui est bien connu en France, qui est très bien fait,
qui est utilisé depuis très longtemps et qui permet un peu, si vous voulez, de faire un screening de tout ce qui peut exister comme problème émotionnel. Alors, l'inconvénient de cette littérature, c'est les biais, parce que ça a été fait beaucoup dans des classes spéciales aux États-Unis. Donc, il y a a priori ce qu'on appelle un biais de sélection. Et dans les études sur les surdoués, il y a souvent des biais de sélection. Parce qu'on va les chercher dans des endroits où il y a des raisons pour lesquelles ils sont dans des classes spéciales ou dans les hôpitaux, enfin dans des consultations. Et ça modifie énormément par rapport à ce que serait une estimation dans une population générale d'enfants intellectuellement surdoués. Bon, néanmoins, quand on prend ces études-là, on voit qu'il y a moins de problèmes émotionnels et comportementaux. Donc a priori, il n'y a pas de différence flagrante, de toute façon. Chez les adolescents, autant ou moins de problèmes chez les surdoués. Mais il n'y a qu'une seule étude en population générale, qu'une seule étude de psychopathologie quantitative. C'est l'étude qui a été faite avec la cohorte Eden et dont Nadège a parlé tout à l'heure, donc je vais vous remontrer le même tableau. Sauf que j'en ai une interprétation un tout petit peu différente, parce que c'est vrai que les auteurs ont considéré que la différence était marginale. Mais bon, avant de dire ça, je vais rappeler que c'est une étude de cohorte de DIAD mère-bébé. Et en fait, les enfants ont été étudiés, ils sont encore étudiés à mon avis, maintenant ils doivent être à peu près adultes, je ne sais plus quel âge ils ont maintenant, ça a commencé il y a longtemps quand même, la cohorte Eden. Ils avaient 11 ans quand le papier est sorti, mais je pense qu'ils doivent être un petit peu plus âgés, mais mettons qu'ils ont une quinzaine d'années, peu importe. Donc ça étudie un petit peu, je crois qu'il y a 1050 DIAD, et régulièrement il y a des mesures qui sont faites dans plein de domaines, et ça nous permet de voir l'évolution et de faire des rapprochements entre différents aspects de leur développement. Et là, en l'occurrence, c'est une étude qui qui compare ceux qui ont un quotient dans la norme, un quotient intellectuel, ceux qui ont un quotient intellectuel faible, en dessous de 70, et ceux qui ont un quotient intellectuel supérieur à 130. Et ce qu'ils ont vu, les collègues qui ont fait cette analyse statistique au sein de la cohorte, c'est que, comme disait Nadège, il y a plus ce qu'on appelle de problèmes émotionnels. Un petit peu plus. C'est quand même significatif, mais c'est vrai que c'est pas immense. Mais il y a un petit peu plus. C'est des enfants qui sont en grande section de maternelle. C'est les parents qui décrivent leur comportement à partir d'un questionnaire. Et quand on regarde plus en détail, c'est surtout ce qui tire ce résultat, c'est les inquiétudes, c'est-à-dire c'est les enfants qui semblent verbaliser les inquiétudes. Alors, comme ils sont plus verbaux, ils parlent plus, enfin moi c'est mon interprétation, qui n'est pas celle indiquée dans le papier, mais je pense qu'il ne faut pas nier ce résultat parce qu'il existe. Après, c'est vrai que ce n'est pas un résultat impressionnant en termes de psychopathologie dimensionnelle. Il faut dire aussi une chose, c'est que le quotient intellectuel était mesuré en grande section de maternelle au même moment, et c'est pas un âge auquel c'est facile à faire, et c'est pas forcément c'est assez stable, mais c'est pas super stable à l'âge adulte. Alors qu'un quotient intellectuel mesuré en début de primaire, c'est déjà beaucoup plus stable dans le temps. Donc bon, c'était juste pour donner quelques précisions. On passe à l'anxiété. L'anxiété c'est-à-dire l'anxiété, la propension à être anxieux d'une personne, c'est inférieur chez les enfants, inférieur ou comparable, et comparable chez les autres adolescents. Il y a même eu une méta-analyse où il y a énormément d'études qui sont incluses, et il est clair que le niveau d'anxiété est significativement inférieur à celui des pères non surdoués. Alors sur ces variables de psychopathologie émotionnelle, je termine sur une où c'est vraiment plutôt un signal faible. C'est sur la notion de surexcitabilité émotionnelle. Alors je ne connaissais pas l'étude de Grégoire, et j'ai oublié le premier auteur dont Nadège a parlé, de Brasseur et Grégoire, qui est toute récente, donc qui peut-être bat en brèche cette notion. Mais je voulais dire quand même que, puisqu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, on trouve dans la littérature un certain nombre d'articles qui s'intéressent à la notion de surexcitabilité émotionnelle. Ça vient d'un psychologue polonais que je ne connais pas bien, mais qui était connu en particulier dans les années 70, il s'appelle Dabrowski. Je ne sais pas si des gens connaissent parmi vous, pourraient nous en dire un mot, bien sûr.
En gros, c'est l'idée qu'il y a plusieurs sortes de surexcitabilité, mais il y a la surexcitabilité émotionnelle. C'est globalement, c'est assez composite, c'est le fait d'être plus sensible aux émotions d'autrui, de vivre aussi, de ressentir les émotions avec plus d'intensité, de les exprimer avec plus d'intensité. Alors ça peut se mesurer par des questionnaires. Et bon, il y a un article par exemple de Bond, Stéphane Pédégame, qui m'a l'air de sérieux et qui montre que ça a une valeur, cette mesure. Eh bien, vous avez 2 études qui montrent que il y a une augmentation de la surexcitabilité émotionnelle chez les adolescents intellectuellement surdoués, comparé à des témoins, avec des biais, c'est des petits effectifs, c'est pas des très grands effectifs, il y a des biais de sélection probablement. On trouve aussi une corrélation négative entre surexcitabilité émotionnelle et estime de soi chez les adolescents intellectuellement surdoués. C'est-à-dire ceux qui ont une grande surexcitabilité émotionnelle ont une plus faible estime d'eux-mêmes. Enfin, ça varie dans des corrélations opposées. Bon, je ne sais, j'ai mis un point d'interrogation. Il ne faut pas en tirer des grosses conclusions, mais on a ce petit signal faible, disons, dans la littérature de psychopathologie quantitative. Et puis la psychopathologie catégorielle, bah ça c'est un terme un peu technique, mais c'est pour dire si on étudie l'épidémiologie des diagnostics de troubles mentaux chez les enfants. Historiquement, le premier trouble sur lequel il y a eu une suspicion, à juste titre, parce qu'il y avait des raisons, c'est l'anorexie mentale chez les adolescentes. C'était dans les années 70, parce qu'en fait, il y avait une étude en Angleterre, dans une clinique qui était spécialisée sur ce sujet, qui avait montré, qui avait trouvé dans une série de 30 cas, un grand nombre, 90% de patientes qui avaient un quotient intellectuel supérieur à 130. Bon, c'est une mini-étude sans groupe témoin, mais ça valait le coup de regarder de plus près. Il y a eu des études allemandes plus récentes qui ne confirment pas ça. En fait, les patientes avec une anorexie mentale, elles ont un quotient intellectuel total moyen qui est significativement supérieur à la population générale, mais qui est significativement inférieur aux personnes de même niveau scolaire. Vous me suivez? Alors je vais essayer d'expliquer d'une façon ou d'une autre. En fait, c'est une question de population de référence. Si on prend des personnes qui sont tirées au hasard dans la population générale de même âge et de même sexe, eh bien les patientes anorexiques, elles ont un quotient intellectuel en moyenne un petit peu plus élevé que cette population générale. Mais si on réduit aux personnes qui ont le même niveau scolaire, eh bien là, ça s'efface. Ça tend même à s'inverser. Donc, bon, après, on peut avoir toutes les voies d'interprétation, mais disons que ça suggère que c'est plutôt un effet scolaire, finalement, hein, de l'avancée scolaire de ces jeunes. Mais, en fait, il n'y a pas d'études spécialement, il n'y a pas d'études qui nous montrent exactement c'est quoi la prévalence de l'anorexie mentale chez les jeunes filles qui ont un quotient intellectuel supérieur à 130. Ça n'existe pas. Il y a peut-être des gens qui ont des données qui permettraient de l'explorer, mais personne ne l'a vraiment communiqué. Ce qui montre peut-être que la recherche, ça prend du temps. Hein. Quand on fait un travail de recherche, il faut que ça vaille le coup. Donc, il faut qu'il y ait une problématique, des hypothèses, une question à laquelle on peut répondre. Ben, il n'y a personne qui, pour l'instant, a voulu faire ça ou a pu faire ça sur ce sujet. Alors, autre trouble sur lequel il y a un petit peu de données intéressantes, parce que le sujet est souvent soulevé, c'est sur le trouble déficit de l'attention hyperactivité. J'ai condensé son acronyme TDAH, même si c'est pas forcément joli, mais vous le connaissez, je pense. Donc le trouble déficit de l'attention hyperactivité, est-ce qu'il est plus fréquent chez les enfants surdoués, ou est-ce qu'il est peut-être pas le plus fréquent, mais plus sévère? Il y a des gens tout à fait sérieux qui se sont posé la question, hein, à partir de leur expérience clinique, et on peut répondre plus ou moins. D'abord parce que, alors je ne vais pas citer l'étude, la grande étude récente qui a été faite sur la cohorte Eden, non c'est pas sur la cohorte Eden, c'est sur la population britannique, parce que bon, c'est avec le CBCL, alors bon, c'est pas très clinique disons, mais là on a une étude de cohorte de Katuzic, il y a quelques années, une cohorte de naissance aux États-Unis, le TDAH n'est pas plus fréquent chez les enfants intellectuellement surdoués, a
priori, enfin, dans ce papier, c'est un petit peu moins, mais c'est pas très différent, disons. Ce qu'on voit aussi, c'est que le quotient intellectuel total, il est diminué en moyenne de 9 points chez les enfants avec un TDAH par rapport à la population générale. Et chez ceux, enfants surdoués, qui ont un trouble déficit de l'attention et hyperactivité, eh bien, le QI total est associé à un meilleur pronostic à long terme. Ben, c'est intéressant de savoir ce point. Et globalement, le QI total est entre guillemets protecteur pour ce qu'on appelle les troubles externalisés. C'est-à-dire, protecteur, c'est pas pour l'interpréter comme quelque chose qui agit directement, mais on sait que plus on est intelligent, moins on a de risque de présenter des troubles du comportement qui posent des problèmes pour soi ou pour l'entourage. Ce que je dis, là on le voit très bien dans une étude de Romelst il y a quelques années. Là, ce que vous voyez, c'est l'évaluation des symptômes du trouble déficit d'attention hyperactivité. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est bon, c'est bien agrandi. Moi c'est tout petit sur mon écran. Mais vous voyez, là, les surdoués, ils sont là. C'est la dernière tranche. C'est cette ligne-là. Ben, vous voyez, ils ont beaucoup moins de symptômes externalisés, de symptômes d'hyperactivité. Ben, en fait, il est clair que plus on monte dans le quotient, dans les tranches de quotient intellectuel, moins il y a de symptômes dans cette étude de cohorte. Là, quand on voit ça, on comprend, on est convaincu. Puisqu'on est le trouble du neurodéveloppement, on peut parler de troubles de l'apprentissage du langage écrit. Alors ça, c'est pas le domaine sur lequel je suis le plus en pointe. Il y a 2 papiers récents qui parlent de ça. Ils sont pas très faciles à comprendre. Il faut dire que les questions d'apprentissage de lecture, c'est extrêmement... je trouve c'est extrêmement complexe. Enfin, disons que faut quand même être bien connaisseur en psychopathologie cognitive, en psychologie cognitive. En gros, si je résume ce que j'ai compris, c'est que d'abord, ce qu'on peut appeler la dyslexie, disons, alors même si les auteurs de ces articles font partie des gens qui disent bon, attention, il ne faut pas trop parler de dyslexie, c'est un concept un peu bas de gamme, disons, mais bref, les troubles d'apprentissage du langage écrit, de la lecture, de l'orthographe, ça existe chez les enfants surdoués, premièrement. Mais c'est probablement plutôt rare. Et par ailleurs, ce serait peut-être, il y a peu de littérature, mais ce serait peut-être assez difficile à identifier. Il y aurait certainement du retard en pratique dans l'identification de ça. Je crois que ça correspond à ce que tu disais. Hein. Et il y aurait probablement pas mal de cas qui sont des quasi-dyslexies, mais pas vraiment, parce qu'en fait, ces enfants, en tout cas quand ils ont des capacités plus importantes dans ce qu'on appelle la boucle phonologique, ben, ils auraient une forme de compensation et ils arriveraient, c'est l'hypothèse, hein, ils arriveraient à ne pas l'être, disons, fonctionnellement, si vous voulez, à ne pas avoir de troubles, mais ça consommerait, disons, une partie de leur énergie mentale. Voilà, je résume ça à ma façon. Il y a très peu de littérature en réalité hein, sur ce sujet. Mais j'en parle parce que cliniquement, en fait, j'ai vu plusieurs fois des problèmes comme ça, et c'est-à-dire des enfants très intelligents, surdoués, qui avaient, chez qui on a identifié tardivement des problèmes d'acquisition du langage écrit, et qui correspondent bien finalement à ce qui est décrit dans cet article. Sur les troubles anxieux, les troubles qui sont parmi les troubles mentaux courants chez l'enfant, on n'a pas de données épidémiologiques. Donc, pas grand-chose à dire, pas de données fiables, si vous voulez, sur le plan épidémiologique. Ce qu'on peut dire, c'est que l'anxiété, mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le papier de Martine, la méta-analyse, la dimension anxieuse est moins forte, mais d'un point de vue diagnostique, on ne sait pas trop. On sait aussi que le QI est plutôt protecteur pour l'anxiété, généralement, pour l'ensemble des troubles anxieux, si je résume, sauf peut-être les phobies. Enfin, voilà, c'est pas flamboyant, tous ces résultats. Sur les troubles de l'humeur, là non plus, c'est-à-dire dépression, on peut ajouter de troubles bipolaires, il n'y a pas d'études épidémiologiques fiables non plus. On sait que la dépression dimensionnelle, mais j'ai mis ça entre guillemets parce que je suis pas fan de cette notion. Autant l'anxiété dimensionnelle, je pense que ça a de la valeur, mais la dépression dimensionnelle, bon, c'est un débat un peu technique, mais je pense qu'il faut se méfier. Toujours est-il que c'est moins important chez les surdoués. Et alors
le niveau intellectuel aussi est légèrement inférieur chez les adolescents ayant un trouble bipolaire par rapport à la population générale. Bon, c'est un constat annexe. Mais il y a quand même une interrogation à l'âge adulte, parce que vous avez deux études de cohorte. Deux études de cohorte, c'est quand même des arguments qui convergent, c'est quand même des arguments assez forts, et qui montrent que le QI moyen dans l'enfance est plus élevé chez les gens qui ont un trouble bipolaire à l'âge adulte par rapport aux autres, aux gens qui n'en ont pas. Il y a deux papiers, une cohorte américaine, une cohorte, je crois, de l'hémisphère sud aussi. Donc c'est les deux articles dont vous voyez le titre en bas. Et donc vous voyez, par exemple, pour tous les troubles mentaux qui ont pu être étudiés, eh bien, le quotient intellectuel moyen des patients, il est plutôt inférieur à 100. Hein. Il est parfois pas loin, mais il est plutôt inférieur. Mais sauf pour le trouble bipolaire, où clairement, le QI dans l'enfance est au-dessus de la moyenne et même plutôt élevé. Hein. On retrouve ça dans l'étude de Smith, où bon, c'est présenté différemment, mais là, vous avez les surdoués, ils sont là. Hein. C'est, j'arrive pas à lire, mais c'est ça, c'est very superior. C'est les deux tranches là, c'est plus 2 écarts types. C'est ça, plus un écart type, plus 2 écarts types. Et bien, vous voyez, vous avez plus de cas de troubles bipolaires. Et vous en avez beaucoup moins quand vous êtes dans des QI en dessous de la moyenne. Alors par contre, c'est vrai que Nadège a montré tout à l'heure l'étude récente dans la biobanque anglaise chez les adultes. Ben là, par contre, on ne trouve pas le trouble bipolaire plus présent chez les surdoués, donc c'est un peu contradictoire. Pour moi, les études de cohorte ont plus de valeur que l'étude en... Ça, c'est une étude transversale. Hein. Et puis en plus, il n'y a pas d'utilisation du quotient intellectuel. Hein. C'est une approximation avec un certain nombre de tests. Il n'y avait pas le quotient intellectuel dans la banque. Donc point d'interrogation. Alors mes conclusions ne sont pas très nombreuses. D'abord, les prévalences des troubles mentaux courants chez les enfants ne semblent pas s'écarter vraiment de la norme, mais en réalité, on n'a pas beaucoup de données épidémiologiques, hein, parce que ça n'a pas suscité pour l'instant suffisamment de vocation. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que l'influence du surdon intellectuel semble plutôt positive sur les variables de santé mentale qui existent. Donc on n'a pas de raison de parler de vulnérabilité, on n'a pas les arguments. On peut se poser des problèmes sur la régulation émotionnelle, c'est la notion de surexcitabilité, c'est à partir de là que je dis ça, ou bien aussi le trouble bipolaire à l'âge adulte, et puis éventuellement, est-ce qu'il faut regarder des sous-groupes. Je termine, Romain m'avait demandé de parler de mes travaux, mais je ne veux pas être trop long, donc je ne ferai que les mentionner. Donc sur l'anxiété, hein, vous l'avez peut-être vu, j'avais consacré un travail à ce sujet, et aussi sur les notions d'hétérogénéité intellectuelle. Bon, pour les gens intéressés, vous pouvez reporter à tout est à peu près dans cette thèse qui est téléchargeable sur thèse.fr. Voilà, si vous voulez regarder plus en détail, notamment l'exploration en fonction des profils d'hétérogénéité intellectuelle. Bien, merci à vous.